Merci beaucoup pour l'invitation, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Dans la Société française d'anesthésie-réanimation, c'est une société savante des professionnels de l'anesthésie et de la réanimation. Pour vous donner le contexte, du côté anesthésie, donc il y a 12 000 médecins anesthésistes réanimateurs, 11 000 infirmiers anesthésistes. Du côté des actes d'anesthésie, nous associons à 12 millions d'actes par an qui couvrent toute la chirurgie pour moitié, mais aussi, c'est très important de le noter, la médecine interventionnelle, cardiologie interventionnelle, endoscopie, etc. etc. Côté réanimation, 2/3 des réanimateurs en France sont anesthésistes réanimateurs. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, l'émission, c'est principalement formation, recherche, mais aussi, et c'est important, beaucoup de production de référentiels pour justement cadrer les différentes pratiques et donc les prescriptions de médicaments. Alors pourquoi notre spécialité est aussi vulnérable vis-à-vis des pénuries? Eh bien parce que la majorité de nos médicaments sont des médicaments matures, très vieux, très simples, vraiment pas chers, et ils sont administrés volontiers par voie intraveineuse, et c'est un des facteurs justement qui augmente le risque de pénurie. Nous avons aussi une partie qui est de l'anesthésie pédiatrique en particulier, et comme vous le savez, les médicaments à destinée pédiatrique sont aussi particulièrement vulnérables en termes de tension et de pénurie. Alors, je ne vais pas remonter à 2008 pour vous donner toute l'histoire des pénuries auxquelles on a été confronté, mais quelques exemples. L'héparine, plutôt des médicaments issus de la biologie. L'héparine est issue de l'intestin de porc, comme vous le savez. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons des soucis encore une fois avec l'héparine, puisque on est susceptible d'avoir des épidémies porcines qui vont modifier la production de ces médicaments. Alors, l'antidote de l'héparine, c'est la protamine. Alors, la protamine, c'est issu du sperme de saumon. Et il se trouve que la seule ferme qui produisait du saumon, c'était à Fukushima. Donc, on a en fait des situations qui sont de pénurie ou de tension d'approvisionnement qui sont liées à des catastrophes climatiques, catastrophes industrielles, et donc qui ne sont absolument pas prévisibles. Ça, c'est pour les médicaments biologiques. Et beaucoup de nos médicaments donc, sont issus de la synthèse. Vous connaissez certainement mieux les mécanismes, mais néanmoins, il y a des médicaments extrêmement critiques qui sont d'utilisation rare, qui sont aussi vulnérables. Je prends un exemple, celui du dantrolène. Le dantrolène, c'est le médicament qui nous permet de sortir des patients qui font une complication extrêmement rare, un effet indésirable extrêmement rare des gaz d'anesthésie, qui s'appelle l'hyperthermie maligne. Et le dantrolène a été à plusieurs reprises en tension d'approvisionnement et pour laquelle donc, il y a eu des modifications, en particulier de date de péremption, qui nous permettaient de garder nos stocks en fait. Donc vous voyez, on a des situations qui sont extrêmement finalement classiques, mais multiples. Est-ce que ça a des conséquences sur les patients? La réponse est oui, de plusieurs façons. C'est rarement de la pénurie pure, c'est-à-dire absence totale de médicaments, mais de conséquences qui sont l'organisation des soins. Les soins sont complexes. Imaginez une réanimation avec des infirmiers qui préparent des médicaments. Il faut une homogénéité dans les procédures, dans les process de préparation. Et lorsqu'on change ou on substitue un médicament, on se retrouve avec des médicaments qui sont de concentrations différentes, de pharmacocinétiques différentes, ce qui pose un problème dans l'organisation et qui fait le lit de l'erreur médicamenteuse dans sa plus grande conception. Vous savez que la densité du soin en anesthésie ou en réanimation fait qu'il y a un risque d'erreur médicamenteuse, qu'un de nos comités, qui s'appelle le comité analyse et maîtrise du risque, essaye de travailler depuis de nombreuses années en proposant des recommandations, des référentiels, mais aussi en collaborant en particulier avec la NSM pour essayer de sécuriser les processus qui impliquent l'utilisation des médicaments. Et donc le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans le transfert d'informations entre les agences et les professionnels. Souvent, c'est notre pharmacien qui nous dit « attention, il y a une pénurie de… » et on reçoit la lettre de la NSM nous disant la semaine d'après « alors, pas de critique sur la NSM, ils font un boulot formidable, mais il y a un problème d'information et de structuration justement de cette information qui nous permet, nous, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut modifier nos soins, nos processus, au vu des crises qui se produisent. »
Donc 2 points, donc impact sur l'organisation des soins et risque d'erreurs médicamenteuses. Je voudrais souligner le rôle des pharmaciens qui sont en fait nos partenaires dans cette affaire-là. Au CHU de Grenoble où je travaille, c'est un plein temps de pharmacie qui s'occupe des pénuries et de la gestion des pénuries. Alors déjà en 2018-2019, l'ASFAR avait produit une liste de médicaments. Alors cette liste de médicaments, j'ai un peu de problème de sémantique parce qu'on peut l'appeler critique, on peut l'appeler essentiel, prioritaire, mais il y a un problème de sémantique parce qu'on ne veut pas que ces listes soient utilisées pour une gestion de pharmacie qui ne serait pas dans l'objectif justement de ces listes-là. Ces listes étaient faites pour bien porter l'attention sur des médicaments particulièrement critiques, très vulnérables, pour lesquels on ne peut absolument pas travailler. Cette liste a été produite pour l'anesthésie et pour la réanimation entre 2018 et 2020 et transmise à la NSM. Et donc, pendant Covid, pour nous, ça a été travaux pratiques, puisque les 5 médicaments contingentés, propofol, midazolam, les 3 curares, ont été évidemment les plus impactés, ce qui nous a permis, et ça je pense que c'est très important, de travailler avec la Direction générale de la santé, avec le mécanisme qui s'appelait boucle Réa, qui permettait semaine après semaine de voir l'état des stocks et les relations avec les sociétés savantes. Donc il n'y avait pas que l'ASFAR, il y avait aussi la SPILF pour les anti-infectieux, il y avait la SRLF pour la réanimation médicale, la SFPC pour la pharmacie clinique et d'autres. Et les discussions étaient extrêmement intéressantes, à la fois surprenantes parce qu'on pensait que notre métier était connu de tous, mais non, en fait non. Et que donc, la première étape, ça a été de faire une revue de toutes les molécules possibles. Et dans cet effort-là, on s'est aperçu qu'effectivement, enfin on le savait, mais qu'on crée de la dégradation du soin au fur et à mesure de la dénomination des médicaments qui, quelquefois, ressortaient de nos vieux manuels d'anesthésie et qui ont été pourtant utilisés par la DGS pour essayer de trouver des moyens en cas de pénurie majeure de propofol en particulier et de midazolam, c'est-à-dire de médicaments sédatifs. Donc on a ressorti des vieux médicaments comme le Pentotal ou le Gamma-OH, qui sont des médicaments qu'on n'utilise plus. Pourquoi on ne les utilise plus? Parce que ça ne correspond plus du tout à l'organisation des soins dans laquelle on se trouve actuellement, avec l'ambulatoire, la réhabilitation rapide après chirurgie. Nous avons aussi participé à la discussion autour du contingentement de ces molécules, en faisant bien attention et en alertant la DGS qu'il n'y avait pas que la réanimation pour l'utilisation de ces médicaments-là, mais aussi la réalisation des gestes de chirurgie ou de médecine interventionnelle urgent, que ce soit la cancérologie, les urgences, la traumatologie, même si beaucoup de ces pathologies, enfin en tout cas la traumatologie, avait beaucoup baissé avec le confinement. Pour terminer, avoir un nouveau médicament d'importation dans les services crée, comme je vous l'ai dit, un problème d'organisation. Je vous montre ici une affiche qui a été faite par les infirmiers anesthésistes de mon service pour essayer de sensibiliser les infirmiers et les professionnels sur l'arrivée d'un médicament importé. Donc c'était du propofol chinois, d'une qualité équivalente, enfin il n'y a pas de souci sur la qualité, mais pour vous indiquer en quoi est-ce que ça pose un problème de risque d'erreur médicamenteuse, c'est que le label était uniquement en chinois, avec en tout petit propofol. Ici, vous avez l'ampoule, c'est la taille exacte de l'ampoule. Donc, vous voyez, propofol, on ne lit pas du tout. Donc, j'ai la version brésilienne, si vous voulez. Avec beaucoup d'humour, nos équipes ont réussi à gérer ces affaires-là. Mais pour nous, c'était une pression en termes de modification d'organisation. Pour finir, nous avons été recontactés par la Direction générale de la santé, M. François Bruno, pour justement essayer de produire une liste. Je pense que c'est un sujet qui est important, une liste de médicaments pour lequel on pourrait confronter la criticité industrielle, c'est-à-dire y a-t-il facilité ou pas à produire ces médicaments jugés essentiels par les professionnels, et l'implication des sociétés savantes est extrêmement importante à ce sujet-là. Il a été évoqué l'utilisation de la liste OMS ou la liste de la FDA. En fait, quand on regarde ces listes-là, elles ne correspondent pas du tout à la pratique française et
Donc il y a des anomalies en fait dans ces listes. Donc autant créer nos propres listes qui correspondent à des listes ISO soins, c'est-à-dire pour garder la qualité et la sécurité des soins que nous prodiguons actuellement. Voilà, je vous remercie.